Un rien d'élégance noble vague à l'âme qu'elle distille en lieu commun de la factory au studio 54. Son idéal se résume en quelques mots, être quelqu'un plutôt que faire quelque chose et faire de sa vie comme celle de Gatsby le magnifique, avant tout une série ininterrompue de gestes réussis. Parce qu'elle vient de la noblesse, cette sorte de folie qui consiste à sentir ardentes les choses que tous les autres trouvent froides. Elle accepte ses bizarreries et ses extravagances comme une rigueur morale et peut-être une élégance démodée. Sa vie est une bulle de savon, flottante et éthérée, une apparence dont l'éclat éphémère et le volume chimérique se résolvent en une seule larme, en un vain souffle. Diane de Beaucraon, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de vos mémoires sans départir. Et premièrement, cette question, c'est vous aviez 21 ans, Andy Warhol vous dit, vous devez tenir votre journal. Et Non, il me dit que je devrais écrire un journal. Et vous dites un peu plus loin dans le livre qu'à l'époque, vous étiez tellement saoul et drogué que vous voyez double et triple. Alors, comment vous avez fait pour l'écrire ? Ah ben je l'ai jamais fait parce que la réponse que j'ai faite à Andy Warhol quand il m'a dit ça, quand il m'a dit tout simplement Diane, il faut que tu commences à écrire ton journal. J'ai regardé et je lui ai dit écoute, je t'adore Andy, mais j'ai déjà un pied dans la tombe, je vais quand même pas y mettre les deux tout de suite. Je me trouve encore un peu jeune, donc je ne l'ai jamais écrit. J'ai écrit sans départir. J'ai commencé ils ont été d'une patience d'ange chez Grasset. Ils ont vraiment été extraordinaires. J'ai commencé il y a 4 ans et demi. Ah oui, donc c'est... oui. Vous n'aviez pris aucune note à cette Rien. Et vous lisiez, est-ce que vous arriviez quand même à lire, non, à l'époque de la Factory, tout ça Non, enfin, je vais vous dire, d'abord, ma période de New York, ça peut paraître futile et ridicule, mais je n'avais strictement pas le temps de lire. Oui. Vous savez, de ne pas travailler demande une certaine rigueur, une certaine discipline, et je n'avais tout simplement pas le temps. Ce qui effrayait déjà à l'époque certains Américains que j'adore. Moi, je suis une passionnée de l'Amérique. Oui, Donc, vous expliquez que... Pardon, je vous ai Non, coupé. je vous en prie. Mais vous expliquez qu'aux États-Unis, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens vous accueillent comme si vous les connaissiez depuis toujours, et en même temps avec une curiosité insatiable, etc. Oui, c'est tout à fait exact. Ils m'ont ouvert les... Enfin, oui, ils m'ont accueilli, je vais vous dire, en déroulant le tapis rouge, de par la noblesse française, qui est une chose qui les a toujours fascinés, en tout cas à l'époque, et de par le côté de mon grand-père, qui à l'époque, qui s'appelait Anténor Patino, et qui à l'époque était le roi de l'étain. Et ça, le roi de l'étain, ça voulait dire énormément aussi aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous commencez, c'est très drôle, la quatrième de couverture, il y a une sorte de petite biographie comme toujours. Oui. Et vous, c'est fille de Marc Charles-Louis de Beauvau-Craon, 7e prince de Beauvau du Saint-Empire, et de Christina Albina Patino, duchesse de Durcal. Et on a l'impression un peu que malgré la débauche, la drogue, la luxure, vous avez toujours un peu gardé ce côté aristocratique qui est totalement anti-bourgeois, en fait. Je précise immédiatement tout de suite, ce n'est pas moi qui ai fait la quatrième page. Ah, je pensais que c'était une facétie. Non, c'est simplement, écoutez, quand on fait une biographie, où le biographe, donc l'écrivain lui-même, s'étale sur sa famille et de là où il descend. Bon, moi, je n'y ai jamais attaché aucune importance, considérant que le sang bleu coule dans mes veines, j'ai pas besoin d'en parler. Mais il faut quand même situer pour le lecteur d'où vient cet étrange énergumène, là je parle strictement de moi, étrange énergumène qui brise toutes les règles et qui casse toutes les chaînes, et donc on situe un peu la personne, qui est le père, qui est la mère, qui est le grand-père, qui est la grand-mère, dans la mesure que c'est vrai que j'ai des ancêtres plutôt intéressants des deux côtés de la famille. Oui, on a l'impression qu'il y a une sorte de cadre dont vous sortez complètement, quoi, mais vous le laissez. Non, je sors complètement parce que c'est vrai, j'avais un père absolument extraordinaire qui m'a élevé dans le sens du devoir et du paraître,
Mais c'est certainement pas ce que j'ai retenu de lui. J'ai retenu l'amour qu'il donnait à ses filles, à ma sœur et à moi-même. Et moi, je me suis acharnée à briser les chaînes parce que je ne me sentais pas à ma place, tout simplement, dans... voilà, si vous voulez, quelles que soient vos origines familiaux, je pense qu'il y a des règles si strictes de la plus haute société à la plus basse société. Les paysans ont des règles, ils doivent aller traire les vaches. Bon, moi je devais me conduire d'une certaine façon, et cette façon-là, je ne l'ai jamais ressentie. Très jeune, je me disais, mais à quoi ça sert? Enfin, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas à ma place. Et la preuve, et la vie ne me donne pas totalement tort, étant donné que beaucoup de personnes autour de moi considèrent que je suis certainement celle qui porte le plus le sang bleu dans la famille, mais sans avoir besoin de le montrer d'une façon rigide. Oui, c'est un peu comme Picasso qui disait à 10 ans je savais peindre parfaitement et toute ma vie j'ai désappris à peindre. On disait à 10 ans vous saviez tout de la bonne éducation et du coup toute votre vie vous avez pu la dépasser ou la transformer en faire quelque chose d'étonnant. Mais je vais vous dire, la bonne éducation m'a aussi énormément servi, parce que quand on est bien élevé, on peut se permettre tout et n'importe quoi, parce qu'on sait dire pardon, on sait dire je m'excuse, on sait... Et les gens sont complètement put off balance quand quelqu'un danse sur les tables ou tombe de sa chaise parce qu'elle a trop bu ou elle est trop droguée, se relève avec un énorme sourire aux lèvres et dit je m'excuse, on lui pardonne. Donc la bonne éducation sert énormément. Et alors ça a commencé à 12 ans, vous aviez des bracelets qui faisaient du noir sur les chevilles et on vous donne du tricloréthylène qui est un détachant, c'est un sol du poppers. Et c'est presque du poppers, non? Non, alors le triclo était un produit dont se servaient les lingères, pour enlever certaines tâches, pour enlever les tâches domestiques. Et d'ailleurs, c'est à la lingère de la maison que j'ai dit, j'ai montré tout simplement mes poignets, mon cou, et je lui dis comment est-ce que je peux enlever tout ce noir, parce que l'argenterie indienne, ça noircit. Bon. Et c'est elle qui m'a donné du tricloréthylène. Voilà. Et très vite, ça a commencé tout bêtement avec des cotons en nettoyant mes bijoux indiens. J'ai trouvé que quand même, ça me faisait un peu tourner la tête. Et je trouvais ça très très gai, ça m'amusait énormément. Mais c'est drôle, à chaque période de votre vie, à chaque nouvelle mode, à chaque nouvelle ville, correspond une nouvelle drogue, on a l'impression. Non? Oui, alors je ne sais pas si c'est moi qui cours après les drogues ou si c'est les drogues qui me courent après. Ouais. Ça, je n'en sais strictement rien. Mais vous savez, à cette époque-là, par rapport à aujourd'hui, les drogues faisaient partie du quotidien, du monde dans lequel, en tout cas, je vivais. Et moi, la chance a voulu, parce que pour moi, c'est une chance magnifique, j'étais portée vers les artistes et le miracle, et là ça devient un miracle, le miracle était les artistes étaient attirés par moi. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Peut-être pour ma liberté de penser, ma liberté d'être, je ne sais pas. Mais donc, et les drogues, c'était mes monnaies courantes. Alors aujourd'hui, le discours que je tiens paraît ou millénaire, ou diabolique, mais en tout cas pas actuel. Voilà, mais j'ai eu cette chance-là. Voilà. Et est-ce que vous diriez que tous ces grands artistes, s'ils ne s'étaient pas drogués, n'auraient pas fait la même chose? Ou est-ce que c'était plus un amusement, un loisir? Ou est-ce que il y a certains artistes où vraiment ça fait partie de la création? Je veux dire, par exemple, Andy ne se droguait absolument pas. Ouais, on dit qu'il était mort un peu à cause de... Non, il est mort parce qu'il a été gravement... il a eu une attaque au couteau. Dont il est miraculeusement sorti. Oh, écoutez, quand il était encore assez jeune... Et il avait des problèmes de santé, mais il n'a strictement rien à voir avec la drogue. Ah ouais. Rien. Une mauvaise langue qui raconte que... Non. Ouais. Sur mauvaise langue, je n'en sais rien, mais en tout cas,
quelque part, je préfère les mauvaises langues aux gens qui prétendent connaître des gens qui ne connaissent pas. Oui. Donc, ceux qui disent qu'Andy Warhol se droguait ne connaissaient pas Andy Warhol. Et ça m'exaspère encore plus. Et alors, on va repartir. Vous, votre enfance, vous dites que vous aviez le droit de rien faire. Les valises étaient défaites par d'autres, les vêtements rangés, repassés. Vous étiez conduit à l'école dans une sorte de carriole, conduite par un poney blanc. Non, alors là, vous vous trompez. J'ai été conduite à une carriole, ça c'était quand j'étais au Portugal chez mon grand-père, Ah oui. à Quinta Patino. Et il y avait une petite maison, enfin, on l'appelait la petite maison. Enfin, la petite maison, c'était pour les petits-enfants de mon grand-père ou de sa seconde femme, première femme étant ma grand-mère, donc Christine de Durcal. Et puis mon grand-père, le divorce le plus long de l'histoire. On étudie en droit comme cas pratique. Oui, voilà, ça je me souviens, quand j'étais jeune fille, ça m'a peut-être poussé à vouloir foutre le camp d'ailleurs. Enfin ça et une multitude de choses. Mais quand j'étais jeune fille et que... jeune fille de bonne famille, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On la cale dans les rallyes où je me suis emmerdé à crever. Je ne suis pas resté très très longtemps. D'ailleurs, j'ai réussi à me faire virer des rallyes. Pourquoi est-ce que je veux raconter ça? À propos de la calèche, du carriole avec le petit poney blanc. Je passais l'été, le mois d'août, je le passais, mes parents étant divorcés, je passais le mois d'août avec ma mère chez mon grand-père, Antenor Patino. Et donc nous avions cette petite maison qui s'appelait la Casita, qui était à peu près, je sais pas, j'ai jamais eu le sens des distances, ni rien du tout. Je dirais, grosso modo, entre 2 et 3 kilomètres de la grande maison qui s'appelait la Quinta. Et là, il y avait la carriole avec le petit cheval blanc qui s'appelait Blue Boy, qui venait nous chercher, ma sœur et moi, et notre nanny qui nous accompagnait jusqu'à la grande maison où il y avait les grandes personnes. Et donc, d'où le petit les petites personnes d'un côté, les grandes personnes de l'autre. Et est-ce que c'était à la même époque où vous avez sauté sur les genoux du général de Gaulle en disant Adada, youpla boum? Non, ça c'était beaucoup plus tôt. Ah, plutôt. Ça c'était beaucoup plus tôt. C'était quand on habitait à Paris, on habitait avenue Foch. Et le général de Gaulle, ou mon père plus exactement, était ami du général de Gaulle. Mon père avait rallié le général de Gaulle était parti en Angleterre en tant que résistant et faisait partie était pilote d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient devenus très liés et puis un jour mon père invite le général de Gaulle à la maison, donc les petites filles, c'est-à-dire Minnie et moi, nous sommes habillés en petit smoke, enfin tout ça parfaite tenue, descendu, parce qu'on était en duplex, descendu à l'étage inférieur où étaient les salons, parce que mon père voulait que nous disions bonjour au général de Gaulle. Bon, ma sœur dit bonjour, tout ce qu'il y a de plus normalement, et de façon beaucoup plus réservée, ma sœur étant beaucoup plus réservée, plus timide que moi. Moi j'arrive, première gaffe que je fais, c'est la révérence, ce qui fait beaucoup sourire le général de Gaulle, un tout petit peu moins mon père. Et puis, je crois que cette révérence a amené le général de Gaulle à avoir envie d'avoir 3 mots gentils vis-à-vis de cette petite fille. Et puis je vois ce géant, parce que je sais pas, je devais avoir 5-6 ans, j'étais très jeune. Je devais avoir 5-6 ans et il commence à me demander ce que j'aimais. Et à cette époque-là, je faisais Adada sur mon cheval blanc, Adada sur mon cheval gris, sur les genoux de mon père. C'était mon grand jeu favori, quand notre père venait nous dire bonsoir, bonsoir. Quasiment tous les soirs, il venait nous dire bonsoir. Moi, j'avais droit à mon tour que ça lui plaise ou non, je lui demandais de faire Adada. Donc, qu'est-ce que je dis au général de Gaulle? C'est qu'est-ce que tu aimes faire? Adada, c'est bon. Et c'est lui qui me... Bon, c'est pas moi qui me suis jeté sur lui, c'est lui qui me soulève de terre. Alors déjà, j'avais l'impression de monter au ciel, et qui me met sur ses genoux et qui me dit, ça t'amuserait de le faire. Et là, ça a été extraordinaire, parce que pour moi... écoutez, pour moi, j'avais quand même été, ma sœur et moi, nous avions été extrêmement bien briefés sur qui était le général de Gaulle par mon père. Donc de me retrouver tout d'un coup sur les genoux d'un monsieur qui me paraissait
Mais un géant, c'était, vous savez, les géants, les bottes de 4 lieues. Et puis là, je descends le toboggan. Parce que les jambes du général de Gaulle, par rapport à moi qui était minuscule, c'était le plus beau toboggan du monde, puis c'était un toboggan vivant. Donc voilà l'histoire du général de Gaulle. C'est très... Et alors, au collège, c'est drôle, il y a une sorte de goût un peu pour les mauvais garçons. D'ailleurs, plus tard, vous verrez un fils de gangster qui kidnappé, on parlera. Mais vous connaissez Timothy Leary. Alors lui, c'était qui avait fait des expériences de LSD avec ses élèves d'Harvard, considéré par Nixon comme des Alors il était, excusez-moi, mais il était à l'université de New York. Ah oui. Et considéré par Nixon comme un des hommes les plus dangereux d'Amérique. Et là, il était recherché par les FBI. Il s'était évadé de prison grâce à un groupe d'extrême gauche. Et vous, c'est votre premier confident. Voilà. Par les Black Panthers. Écoutez, c'est le hasard, c'est le hasard de la vie qui fait bien les choses. Parce que TMC et moi, on s'est vraiment rencontrés par le hasard de la vie. J'avais à l'époque, je devais avoir 14 ou 15 ans, et j'étais en pension en Suisse, à Beau-Soleil, à Villars-sur-Olon. Et les jeunes filles et les jeunes gens qui étaient en 3e avaient le droit de sortir une fois par semaine. Bon, je ne vous parle pas des week-ends, mais on avait le droit. À l'époque, je crois que c'était le jeudi. Oui, c'était le jeudi. On avait le jeudi après-midi libre. Donc, moi, j'allais faire un petit tour dans le village de Villars-sur-Olon, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, où il y avait peut-être 2 hôtels, le salon de thé obligatoire, comme dans tous les villages de montagne, en tout cas en Suisse, et je pense en France aussi. Et il y avait un petit magasin que moi j'adorais, qui était en même temps le magasin de journaux, le magasin de bonbons, le magasin de tout ce qu'on... Voilà. Et je rentre donc dans ce magasin pour acheter mes petites friandises. J'adorais entre autres les têtes de nègre, qu'on n'a plus le droit d'appeler têtes de nègre aujourd'hui. Bon, et j'étais là, et apparemment j'en prenais une certaine quantité, ce qui ne m'étonnait pas, parce que, bon, j'ai quasiment fait une overdose d'Haribo. Bon, première overdose. Ah non, ça c'était après tout le reste. Après. Après tout le reste. Oui, j'ai apparemment une nature addictive. Oui, et extrémiste, radical. Et totalement radical. Voilà, vous allez jusqu'au bout des choses. Au bout, mais pas jamais dans la demi-mesure. Jamais. Ah non, je déteste avoir le cul entre deux chaises. Jusque 20 acides par jour avec Richard Descoings, nous racontez. C'est surtout lui qui prenait, qui prenait les... C'était pas des acides, c'était des extasies. Voilà. Et donc, à un moment donné, ce monsieur, parce que monsieur Larry était beaucoup plus âgé que moi, ce monsieur se retourne vers moi et me dit, "Don't you think that you're taking a tiny bit too much of sweets?" Et je le regarde et je lui dis, "No, I'm very happy with my sweets." Et il se présente à moi et je me présente et moi donc je me présente à lui et nous allons prendre notre premier thé ensemble. Et c'est beaucoup plus tard que moi j'ai appris à quel point c'était quelqu'un qui m'a valu d'être viré de Beau-Soleil, puisque j'avais des mauvaises fréquentations. Mais souvent les gens recherchés par la police ou évadés là de prison, sont souvent des gens assez gentils. On est toujours étonné de voir les gens qu'on présente comme des monstres qui sont souvent mais qui sont très sympas, voilà. Qui sont très sympas, et en plus de ça, très très intéressants, parce qu'ils ont eu, excusez-moi, enfin oui, à mes yeux, en tout cas, ils ont eu une vie plus intéressante pour beaucoup que des gens qui sont restés scotchés dans leur rang. Donc, Timothy, effectivement, vous avez entièrement raison, a été mon premier confident pour la très simple raison, c'est que, bon, ça je crois que vous l'avez compris, ayant lu mon livre, me rencontrant aujourd'hui, j'étais plutôt une révoltée. Voilà, oui. Donc, c'est pas le costume 3 pièces qui se dirigeait vers moi. C'était plutôt les gens un tout petit peu hors des clous qui pouvaient être intéressés par ma personnalité.
Et TMC a été d'une extrême importance pour moi, car malgré le fait que je brisais les chaînes et que je fuyais quelque part mon milieu, ça me collait quand même à la peau. Et donc j'ai passé beaucoup de mon enfance me sentant totalement incomprise. Et TMC était la première personne qui me comprenait. Et est-ce que TMC a un point commun ou un lien avec le fait qu'à 15 ans, vous prenez l'acide face au coucher de soleil pour mieux le voir? Non, alors c'était... Non, absolument pas. TMC, l'air avait la réputation, a été recherché par les FBI, s'était réfugié chez les Black Panthers, finalement a été rattrapé par la FBI, donc a disparu. Moi j'étais désespéré, disparu de ma circulation. Il n'était certainement pas, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense qu'en ce qui concerne également, puisque nous avons eu pas mal de dialogues, malgré mes 15 ans, lui me parlait avec l'âge qui lui correspondait, moi je lui répondais avec l'âge qui me correspondait. Ce n'était pas un pouce au crime du tout. Au même titre que par exemple, quand il a fait des expériences de LSD avec ses élèves, parce qu'il était professeur en psychologie, quand il a fait des expériences avec ses élèves, il ne l'a jamais fait sans le consentement de ses élèves, c'est-à-dire qu'il ne nous a jamais collé un petit truc dans le verre. Voilà. Il y a certains élèves qui étaient intéressés par cette expérience, d'autres qui ne l'étaient pas. Et bien, ceux qui ne l'étaient pas passaient à côté, à mes yeux, d'une expérience intéressante, en tout cas. Donc, TMC ne m'a jamais rien proposé, on n'a jamais parlé de drogue. Moi, je faisais mes conneries de mon côté. J'avais besoin de personne pour me pousser. Oui, c'est ça. Et alors, assez jeune, vous découvrez le cocktail merveilleux, cocaïne, vin blanc. Vous expliquerez pourquoi le vin blanc. Et assez vite, ça vous conduit quand même en hôpital psychiatrique à Garches. Écoutez, là je vais rester très vague sur le sujet parce que ça implique une personne dont je ne souhaite pas parler. Je ne dirais que c'est certainement pas la drogue, ce n'est certainement pas le cocaïne, le vin blanc. Pourquoi le vin? Alors d'abord je vais répondre. Pourquoi oui, c'est ça. Première question. Enfin, cocaïne, vin rouge, ça serait bizarre. Écoutez, d'abord je n'aime pas le vin rouge. À cette époque-là, certes, j'aimais boire, mais j'étais encore dans les soft drinks, si je puis dire. Donc c'était... il ne me restait pas beaucoup de choix. C'était vin blanc ou champagne. Champagne, je trouve que ça donne une mauvaise haleine. Et vin blanc, j'adorais. Et le vin blanc, vous savez, est un excitant en lui-même. Comme Nietzsche disait, c'est l'électricité de l'esprit. Ben voilà. Donc cocaïne plus vin blanc, c'est un match idéal. Et je ne dirais pas que c'est ça. Je ne dirais pas que c'est ça qui m'a amené en hôpital psychiatrique, c'est que j'ai été quand même déjà relativement bien porté et sur le bon chemin des drogues à un âge extrêmement jeune. Et je crois que ça a plutôt fait peur à ma famille qu'à moi-même. Moi, ça ne m'a jamais fait peur, les drogues ne m'ont jamais fait peur. Donc je suis plutôt peut-être allé en hôpital psychiatrique, un tout petit peu contraint et forcé, mais certainement pas pour mon état mental, mais mon état de santé. Peut-être pour rassurer la famille, ou en tout cas, parce que j'avais une adoration pour mon père. Peut-être pour rassurer mon père. J'avais dit, ceci n'a pas arrangé cela, ça a même aggravé cela. Oui, donc, alors on vous fait surtout des électrochocs, un truc terrible, parce que ça enlève toute la mémoire, c'est... Ah ben c'était la méthode de l'époque. Voilà, si on en fait toujours. Et puis, bon, je ne pense... comment vous dire c'est un sujet qui, comme je vous dis, implique quelqu'un dont je ne souhaite pas parler. Je pense que le tableau qui a été dépeint de moi a été certainement pas par mon père, mais a été exagéré par l'autre personne qui en a parlé. Donc, voilà, il fallait guérir cette jeune fille habitée par le diable. Voilà. Et, voilà. on vous gave de cachetons, mais ça vous les mettez sous la langue là pour pas les avaler. Mais d'ailleurs, c'est ma sœur qui vient me sauver de cet endroit. Et d'ailleurs, des années plus tard, dans le bus, vous croiserez des gens qui sont en permission en sortant de Sainte-Anne ou de Jessica à l'hôpital psychiatrique. Et ça vous rappelle un peu ça, quoi. Non, c'est les gens, ça m'a profondément touché. Moi, j'aime les gens dérangés, j'aime les gens hors des clous. Les gens trop comme il faut, de toute façon, viennent pas à moi et moi, je vais pas vers eux parce qu'on a
peu de choses en commun, si je puis dire. Bon, en grandissant, en grandissant, ben, vous voyez, comme quoi je me considère encore comme une petite fille. En grandissant, apparemment, les gens me trouvent de plus en plus normales. Donc, je vois plus. Vous embourgeoisez presque. Oh, ça, je crois que ça m'arrivera jamais. Ah oui. C'est pas le terme. Donc, je sais pas très bien ce que ça veut dire, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais, donc, je pense que à l'époque, c'était monnaie courante. Ai-je appris, après ma propre expérience, que malheureusement, pour certains jeunes gens, peut-être que c'était réservé aux jeunes gens de bonne famille, après tout, qui vraiment... Les hôpitaux psychiatriques. Ah bah oui, parce que les clodos, ils savent Ben qu'ils voilà, pourront rien faire d'eux, voilà. donc ils les gardent pas, ils n'ont pas envie de les Cela loger. dit, je tiens C'est quand même pour, à préciser vas-y. que le médecin qui m'a suivi, qui m'a calé tous ces chocs électriques à la tête, a été radié de la faculté de médecine. Comme quoi, vous voyez, il y avait quand même une justice quelque part. Je peux vous dire, c'est qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir l'âge que j'ai. Ah oui. Parce on est que la vie que j'ai menée aujourd'hui, c'est pas forcément que je me serais retrouvé derrière les barreaux. D'ailleurs, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait cette expérience-là. Je n'ai fait que des gardes à vue. Peut-être que les barreaux arriveront un jour. Il paraît que les gardes à vue, c'est pire que de se retrouver derrière les barreaux, parce que, enfin, je sais, souvent les gardes à vue, on est complètement coupé du monde, enfermé, on n'a pas de livre, on n'a rien. On est coupé du monde, on est enfermé. Ça, moi, si vous voulez, ayant la chance extraordinaire d'être très entouré très entouré d'amis, de gens que j'aime, de gens qui ont le mauvais ou le bon goût de m'aimer. Moi, j'adore la solitude. Alors, d'être seul pendant 48 heures avec des flics qui vous insultent, moi, ça me faisait plutôt marrer. Ce qui me dérangeait terriblement, c'était l'odeur. Ah, l'odeur, oui. Ah, l'odeur. Alors, bon, maintenant, j'ai plus d'odorat grâce au ciel. Enfin, l'odorat. mais les odeurs, c'était. Mais je me souviens, je crois que j'ai fait 2 gardes à vue en tout et pour tout. Et la deuxième, je sais pas, ça devait être vraisemblablement l'hiver, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Enfin, c'est pas le confort. Vous n'allez pas dans un hôtel. Vous allez dans un commissariat. Donc je ne m'attendais pas au grand confort, mais j'avais froid. Je suis quelqu'un qui est frileuse. Ça, c'est ma nature. J'y peux rien. Je demande une couverture qui m'amène, mais c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais fait de ma vie. Sur la couverture, je m'en suis servi une demi-seconde en me demandant si je n'allais pas me retrouver avec des puces, des poudres, enfin, des choses absolument ignobles. Et surtout l'odeur. L'odeur du vomi, l'odeur des personnes qui avaient fait des gardes à vue, peut-être la veille, c'est pas un garde à vue. Et souvent on dit, au garde à vue, genre, au bout de 48 heures, ils vous amènent une petite barquette de jus d'orange, et cette petite barquette dont on devrait s'en fiche complètement, devient le truc le plus passionnant du monde. Alors les gens lisent... que je déteste le jus les gens lisent les instructions pendant 4 heures, car c'est la seule lecture qui existe. Et moi j'ai pas eu droit à la petite... non, terrible. Vous avez fait une garde à vue, vous? Alors, 73, vous arrivez à New York en 73, avec Thierry. Avec Thierry Berman. Voilà. Qui dit de vous une tête de PD dans un corps de femme. Oui. C'est très drôle, ça. Écoutez, c'est comme ça, il était homosexuel lui-même. À l'époque, et encore à la date d'aujourd'hui, en dehors de mon mari, je suis marié maintenant depuis 18 ans, c'est pas mon premier mari, mais je suis sa première femme. Lui est totalement hétérosexuel. Je n'ai toujours plus qu'au PD. Heureusement que les PD existent, parce qu'autrement, je sais pas, je serais au couvent. En tout cas, je serais vierge. Donc, voilà. Oui, parce que entre des coins... écoutez, les hommes qui ont vraiment, vraiment compté dans ma vie, en dehors du père de mon fils, parce qu'il m'a quand même donné le plus beau cadeau du monde, c'est d'avoir un enfant. Donc, en dehors de mon fils et en dehors de mon mari actuel, avec qui je suis donc depuis 18 ans, je pense bien que c'est le dernier quand même, parce que au bout de 4 maris, tout ça, et je l'aime, voilà, c'est tout. Je n'ai eu, les hommes importants de ma vie ont tous été homosexuels, et généralement, j'ai été leur seule femme. Donc, c'est merveilleux, je veux dire. Il y a une phrase qui disait...
il aimait aussi peu les femmes qu'elle aimait les hommes, ce qui faisait un mariage qui va durer. Voilà. C'est ça. Alors, à l'époque, quand vous arrivez à New York, on vous décrit un peu comme drogué, alcoolique, folle, et vous dites, Ça, c'était déjà avant. Ah oui, j'ai toujours voulu être à la hauteur de ma réputation, ne pas décevoir les gens. Quoi. Alors, c'est pas exactement, excusez-moi de vous reprendre, c'est pas tout à fait ça. Un matin, je me suis réveillée, mais j'étais encore à Paris, j'étais pas encore partie à New York. Un matin, je me réveille, enfin, c'est une expression, je me réveille, parce qu'évidemment, ça a couru sur un certain laps de temps. Et puis je me retrouve avec une étiquette qui m'est collée dessus. Bah, de toute façon, celle-là, elle est complètement folle, elle est droguée, elle est alcoolique. Alors je me suis dit, bon, bah, au lieu d'être complètement effondré par cette réputation épouvantable, et à l'époque, je n'avais pas encore touché ni à la drogue ni à l'alcool. Quand on me... voilà, quand je me trouve coiffé de cette réputation. Alors je me dis, bon, bah, au lieu de prendre ça comme une agression, je prends ça comme un atout. Je me dis, bon, bah, puisque de toute façon j'ai déjà la réputation, bah, je vais y aller à fond la caisse et je ne vais pas les décevoir. Voilà. Et alors, à New York, c'est les fêtes avec Andy Warhol, Mick Jagger, et vous dites dans ces fêtes, il y avait parfois des ravissants bols en cristal avec de la cocaïne dedans. Oui. Et vous aviez même acheté une sorte de petit bijou qui vous mettait de la cocaïne en pendentif. J'avais été chez Tiffany's, qui quand même... qui est le bijou, le bijoutier ou la joaillerie, parce que ça va de la vaisselle à la haute joaillerie chez Tiffany's. À New York, il y avait comme créatrice à l'époque Elsa Peretti, qui a d'ailleurs fait les bracelets que je porte aujourd'hui, et qui a fait énormément de bijoux et de choses. Elle avait un énorme talent, et entre autres, elle avait fait des petites capsules, je ne sais pas de cette hauteur-là, qui étaient en cristal, transparent, avec un petit bouchon qui lui était tout bête, tout noir, tout bête. Et dans le petit tube en cristal, il y avait une cuillère minuscule, une cuillère à poupée en argent. Et donc ça, c'était devenu... alors je ne pense pas qu'elle l'ait fait pour cette... Attendez, j'oublie qu'il s'envoyait par terre. Je ne pense pas qu'elle ait fait peut-être ce bijou dans ce but-là, mais à l'époque, je vais vous dire, il faut déjà partir du principe qu'à l'époque, quand moi je suis arrivé à New York, j'ai très très vite compris qu'en fait, on était considéré comme étant totalement fou furieux si on ne se droguait pas et si on ne prenait pas d'alcool et si on ne vivait pas à l'excès. À l'époque, c'était normal. Ce qui était considéré comme anormal, c'est de toucher à rien. Voilà. Donc, bah écoutez, oui, je suis allé là et j'en ai acheté 2, un pour moi et un pour offrir à un grand ami, à quelqu'un qui est devenu un grand ami à moi. Parce qu'il avait fait un dîner, justement, où il y avait des bols en cristal remplis de cocaïne. Mais c'était enfin, avec cette générosité-là, ce n'était pas monnaie courante. Mais dans des années 73 aux années 79, où je suis resté à New York, j'ai croisé peut-être 5 personnes qui ne prenaient pas de cocaïne, mais qui buvaient du vin blanc, mais qui ne prenaient pas de drogue. J'en ai peut-être rencontré 5. Tout le monde en prenait, tout le monde se le partageait. Enfin, c'était table ouverte. On dit parfois, il y a une phrase, on dit on boit à 2, mais on se drogue seul. En fait, c'était quand même de la drogue assez sociale. Bah écoutez, il y a certaines drogues, je crois, effectivement, mais qui n'ont jamais été... qui ne correspondaient pas, en tout cas, à mon caractère, à ma personnalité, à ce que je recherchais. Je pense que l'opium est une drogue qui se prend. Oui. La petite mort, comme on dit. Oui, la petite mort, mais vous savez, toutes les drogues sont la petite mort. Hein. Alors, est-ce que vous avez connu des drogués, j'allais dire, qui ont bien fini, mais non, que pas bien fini, mais qui, parce que vous, ça c'est quand même mal fini, on en parlera, mais à qui il n'est rien arrivé, qui n'ont pas eu un moment où ça les a détruits, quoi. Bah écoutez, je vais vous dire de toutes les façons,
il y a plusieurs sortes de drogués, comme il y a plusieurs sortes d'alcooliques, enfin, comme il y a plusieurs sortes de mondains. Il y a les alcooliques à l'excès, donc qui finissent alcooliques et généralement avec un problème de foie. Il y a les drogués qui vont jusqu'au bout des choses. Alors moi, je fais partie des gens, autant, aussi bien pour l'alcool que pour la... moi, j'aime aller jusqu'au bout. Oui. J'aime aller jusqu'au bout. Oui, mais je vais vous dire... La demi-mesure, c'est très ennuyeux, quoi. Non, c'est pas parce que je trouve ça très ennuyeux, c'est parce que je crois que c'est en moi, je vais jusqu'au bout de tout ce que j'entreprends, je crois. Et finalement, in fine, je vais vous dire aujourd'hui, nous sommes en 2022, et très tristement, et ça a été des moments très difficiles à vivre pour moi. Résultat des courses, aujourd'hui, en ce mois de novembre, vous avez en face de vous la seule survivante qui est allée jusqu'au bout des choses. Oui, voilà. Et bon, j'ai passé beaucoup de temps malheureusement à mettre au feu mes carnets d'adresses parce que tout le monde était tout mort autour de moi. Donc, vous voyez, d'aller jusqu'au bout des choses, c'est peut-être aussi la seule façon de s'en sortir. Oui, voilà. Et alors, à l'époque, vous aviez des tenues extraordinaires, des vestes de peintre de bâtiments blanches, des combinaisons de plombiers bleu roi, des combinaisons orange vif d'ouvriers qui faisaient de la voirie. C'était un peu les ancêtres des Village People ou Écoutez, c'était mon trip peintre en bâtiment. Il faut dire que la veste de peintre en bâtiment blanche m'a plutôt, enfin, vous savez, c'était un blanc cassé, c'était un blanc crème, un peu, un blanc sale. M'a plutôt porté chance jusqu'à un certain point, puisqu'un soir, à l'époque j'habitais au Westbury Hotel, un soir, Andy Warhol vient me chercher parce que nous allions à un dîner, et puis il m'appelle avant en me disant, écoute, est-ce que ça te dérange que je vienne avec un ami? Je lui demandais jamais avec qui il venait me voir, parce qu'on se voyait beaucoup seul, et puis quand il venait avec un ami, ou avec une amie, mais en fait c'était toujours un ami avec moi, je ne lui posais pas la question. Je ne suis pas de cette curiosité-là. Avec qui, comment, qui est-ce, d'où vient-il, etc. Je m'en fous éperdument. Parce que je pense que j'ai une passion pour l'être humain. Et je pense que tout être humain a son intérêt quelque part, si on est assez curieux pour aller fouiller et de le trouver. Oui. Et cette personne-là était Rauschenberg. Donc je me retrouve avec... moi, j'étais avec ma veste de peintre, et je pense que j'avais peut-être un caleçon en cuir noir, enfin bref. Il me regarde, et nous allions dans un dîner de gala, il me regarde et il me dit, mais tu es habillé, tu vas rester comme ça? Je le regarde aussi surpris que lui me regarde. Je dis, oui, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, écoute, je crois que tu as l'intention de te changer. Non, j'ai pas l'intention de me changer. Écoute, je crois qu'il va falloir quand même qu'on arrange un tout petit peu la situation, parce qu'on ne peut pas vraiment débarquer comme ça. Eh bien, écoutez, résultat des courses, je suis allé me maquiller un tout petit peu dans ma salle de bain. Enfin bref, je ressors de ma salle de bain. Andy Warhol me colle devant le miroir en pied de ma chambre, et il se positionne devant moi. Et attendez, c'est lui qui se positionne devant moi ou c'est Rauschenberg? Non, c'est Rauschenberg qui se positionne devant moi, et Andy, sur la demande d'Andy, et Andy se positionne derrière moi. Bon, écoutez, j'ai eu la seule veste peinte au pastel d'Andy Warhol et de Rauschenberg en même temps. Et vous ne l'avez pas gardé? C'est pas que j'ai pas gardé, c'est qu'évidemment, comme je suis pas... comment dirais-je? Vous n'êtes pas très matérialiste. Je suis absolument pas matérialiste, et puis surtout, je suis quelqu'un d'une naïveté mais absolue. Je ne pense jamais à mal. Donc, je sors un soir, retrouver des copains à 1h du matin au studio 54. Je ne sais pas si c'était un mois après, enfin peu importe. Mais je sors un soir, ses copains m'appellent en me disant, est-ce que tu viens nous rejoindre ou pas? Puis je me dis, oui, pourquoi pas. Donc, évidemment, je vais les rejoindre, et je prends le premier truc qui me tombe sous le bras, et puis le premier truc qui me tombe sous la main, eh bien, écoutez, c'était cette veste-là. Et je l'emmène au studio 54.
Et là-dessus, bon, écoutez, au bout d'un certain temps au Studio 54, on va pas vraiment en boîte. En tout cas, à l'époque, on n'allait pas en boîte pour s'asseoir dans un petit coin et papoter. Dans ces cas-là, autant rester chez soi. Donc, très vite, je me suis mis, j'adore danser. Donc, très vite, je me suis mise à danser. Très vite, j'ai eu chaud. Très vite, j'ai posé la veste d'Andy. En plus, on était dans un coin VIP. Donc, ça m'a même pas traversé l'esprit que c'était quelque chose de vraiment débile à faire. En tout cas, toujours est-il, je le fais, ce truc débile. Je retire ma veste et je la pose tout simplement sur le canapé où on était. Et puis une demi-heure ou je ne sais pas combien de temps après, je regardais pas. On n'avait pas exactement la montre en main à l'époque. Donc quand je retourne pour m'asseoir, parce que voilà, pour m'asseoir pour m'asseoir ou parce que j'avais tout simplement envie de prendre un verre ou quelque chose. Bref, je m'assieds, et ben la veste avait disparu. Voilà. Je sais. Et alors, il y a aussi des soirées, par exemple, des surprises. Andy Warhol, un jour, vous amène un garçon plutôt timide, musculeux, musclé, qui fait un striptease, et c'était Schwarzenegger. Voilà. C'est très drôle. Alors, ça, Je n'imaginais pas qu'il finirait gouverneur. Il était encore très très jeune, totalement méconnu du public. Il était bodybuilder à l'époque. Nous avions un de nos restaurants de prédilection où on allait assez souvent avec Andy, toujours en tout petit comité quand on allait là-bas. C'était chez Elaine's. Et puis, j'arrive, moi, de mon côté chez Elaine's et je retrouve Andy là-bas. Et il était accompagné par Andy, par Schwarzenegger. Et donc on dîne, et puis on discute, etc. Et puis tout d'un coup, Andy demande à Arnold, bon écoute, tu veux pas montrer tes muscles à la princesse, parce qu'il m'appelait princesse de Baobab. Alors, je suis pas convaincu que l'autre avait vraiment envie, le malheureux. Enfin, Andy assistait un petit peu. D'ailleurs, fait débriller la table par un des serveurs d'Elaine, où il y avait des nappes à carreaux rouges et blanches. Et le malheureux Arnold se retrouve debout sur la table. Et il commence, sur la demande d'Andy, il dit oui, mais enfin, c'est pas comme ça qu'elle va voir tes muscles. Écoute, ôte ta chemise. Donc, il s'est retrouvé en caleçon, si vous voulez, quasiment. Il s'est retrouvé en caleçon à la fin du truc. Et il nous a fait une petite séance de bodybuilder. C'est très drôle. Et je dois dire une chose, c'est que d'abord, il était sublimement bon. Il était... bon, moi, je suis pas très bodybuildeuse, mais en tout cas, les vrais bodybuilders qui font de ce statut leur métier, ils sont nettement mieux à poil qu'habillés. Ah oui. Parce qu'il y a les épaules qui tombent, forcément avec la musculation. Et donc, voilà. Mais on était à 100 000 lieues de s'imaginer déjà qu'il deviendrait acteur, et là, on ne pensait même pas à gouverneur. À l'époque, il faisait juste les concours de bodybuilder. Ah, c'est drôle. Et il y avait aussi, par exemple, quand vous sortez dans des clubs sadomaso avec Robert, et alors là, vous trouvez des gens dans des cages qui demandent à se faire fouetter, ou quand on entre dans la cage, on se fait dominer, ou même des trucs de fist fucking, vous dites qu'ils finissent parfois mal. Et vous dites, c'est extraordinaire, tous ces gens qui sont liés par des fantasmes, liés par une sorte de communauté de fantasmes, mais quand on sort du club, tout le monde redevient anonyme, personne ne parle, quoi. Oui, absolument. Absolument, c'était un tout petit peu, si vous voulez, l'omerta. Je disais, l'omerta, vous faites ce que vous voulez dans ces lieux-là. Bon, moi, je m'arrêtais à un moment donné. Déjà, j'étais la seule femme. Il y a une autre femme qui avait le droit d'y aller. Mais déjà, j'étais la seule femme qui avait le droit d'y aller. Et encore, je vais vous dire, le droit d'y aller, certes, mais il fallait que je ressemble à un mec. Ah oui, des trucs... Donc, il fallait que je me borde les seins. J'avais une casquette en cuir. C'était généralement des endroits où, de toute façon, la tenue était cuir ou la tenue était minimum jean avec des jockstraps en cuir. Ce qui était la tenue de l'époque. Alors, une fois que Robert m'avait
aider à m'habiller ou en tout cas à me déguiser en garçon, ce qui n'était pas très très compliqué parce qu'on mettait une casquette sur la tête et on bandait les seins. Je veux dire, j'étais extrêmement menu, encore plus menu que je suis à l'époque. J'avais vraiment l'air d'un jeune garçon. Mais je n'allais jamais jusqu'à la dernière passe, jusqu'à la dernière pièce où de toute façon on n'y voyait que dalle. Et là, il faut savoir, vous savez, si on veut être accepté en tant que femme dans des milieux uniquement d'homosexuels, il faut que cette personne sache jusqu'où elle peut aller. Parce qu'autrement, elle est totalement rejetée. Et puis, à un moment donné, je vais vous dire, à un moment donné, ma curiosité aussi s'arrêtait. J'avais aucune envie d'aller les voir baiser ou de se faire fist-fucker. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était leur domaine et c'était... et je respectais leur privacy. Je ne sais pas comment on dit en français, le côté... mais je respectais totalement leur privacy. Alors, je savais que quand Robert se dirigeait vers la dernière pièce, c'était le moment où on se disait au revoir silencieusement, parce que lui était dans son truc, et moi je savais que j'allais remonter les escaliers et que j'allais ressortir. Oui, et vous dites, ces gens étaient très unis, c'était un peu un monde souterrain. C'était une famille. Voilà, une famille. C'était une famille où de malfaiteurs. où ils se venaient, non pas de Enfin, malfaiteurs. un peu association parce que je vais vous dire, c'est probablement les gens qui m'ont... Il y a deux catégories de personnes qui m'ont montré ce que c'était vraiment d'aider quelqu'un jusqu'au bout, quels que soient vos moyens. C'est ce monde-là. Parce que s'il arrivait un accident à quelque individu que ce soit qui était dans ce monde-là, eh bien, immédiatement, il y avait une quête qui se mettait en place. Chacun donnait de l'argent pour aider cette personne s'il avait besoin d'être opéré, s'il avait besoin d'être hospitalisé. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France, il n'y a pas la Sécu. Donc, on aide. Et c'était spontané. Il ne s'agissait même pas de demander est-ce que tu veux bien, il y a un tel à qui il est arrivé un accident. Non. Ça s'est brûlé très vite. Mais juste entre les personnes qui faisaient partie de cette famille-là, et tout le monde aidait. L'autre catégorie de personnes qui m'ont montré ce sens, mais jusqu'où va ce sens de l'amitié quand on donne son amitié, c'est les motards. Voilà, Voilà. Les bikers. Je n'ai jamais vu ça chez quiconque d'autre. Parce que, bon, chez les autres personnes, peut-être que ça ne concerne que moi, où il faut demander, où il faut que quelqu'un intervienne en votre faveur, ou etc., etc. Mais là, ce sont des actes totalement spontanés, on ne se pose pas de questions. Si on n'a pas de quoi bouffer demain, on s'en fout, on va aider quelqu'un à sauver sa vie ou à avoir l'opération qu'il doit avoir. Ouais, vous dites, chez les backers, une petite chose très belle, c'est que ces gens qui se voulaient montrer très durs, avec des tatouages, là, étaient en fait des gens très sensibles, très poétiques, très humains, très émotifs. Voilà, c'était pas du tout une image des brutes, quoi. Ah, pas du tout. Voilà, ouais. Mais cela dit, j'ai jamais fait partie des Hells Angels. Ah ouais, là c'est plus... Ça, j'ai là, jamais fait partie. À un moment donné, j'étais tenté, puisque j'aime le danger. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Il faut vivre dangereusement. J'aime le danger. Et c'est un de mes copains bikers de l'époque qui m'a dit, Diane, là, tu mets pas le petit doigt. Ouais, là c'est... Ouais. Tu arrêtes immédiatement, il n'y en a pas question. Et est-ce une qualité? Non, je crois que ça fait partie, que c'est un ensemble. Quand on est ami avec des gens, on leur fait confiance si vous leur donnez votre amitié. Et je suis le conseil de mes amis. Et là, vous racontez ces fêtes au Studio 54 avec, par exemple, Bianca Jagger qui arrivait sur un cheval blanc avec un homme qui le tenait nu. Enfin, des choses complètement extraordinaires. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire la fête, où il n'y a plus cette sorte de... Les gens allaient très très loin dans la fête, ils inventaient des mondes, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus consumériste, beaucoup plus banal, beaucoup plus ennuyeux. Non, peut-être non. Écoutez, d'abord, aujourd'hui, je ne veux plus dans les fêtes. Voilà. Donc voilà. Et je dirais, on ne peut pas comparer l'incomparable, dans la mesure qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait dans les années 70, on ne peut plus le faire aujourd'hui.
Je suis convaincu et je prie le ciel, parce que c'est tout ce que je souhaite, que la jeunesse, ou en tout cas les gens un tout petit peu plus jeunes que moi, s'amusent. Mais je pense qu'ils s'amusent totalement différemment, parce que vous ne pouvez plus vous droguer comme vous vous droguiez à l'époque. Ni vous draguer. Ni vous draguer. Alors là, je dirais qu'on peut plus facilement se droguer, parce qu'on peut encore de la drogue. Est-ce que je peux prendre un verre d'eau? Bien sûr, bien sûr. Alors, oh là là, j'ai tout déménagé, excusez-moi. Je pense qu'on peut plus facilement se droguer aujourd'hui que de se draguer. Je n'oublierai jamais une réflexion que... Attendez, je vais le mettre là. Une réflexion que mon fils m'a faite il n'y a pas très très longtemps. J'ai un fils qui va avoir 43 ans, qui est issu de mon mariage musulman. Et quand je vais m'installer à Naples, il y a à peu près 50 ça, j'habitais déjà en Italie, mais dans une autre région. Lui, surexcité, me dit « Oh maman, quand est-ce que je peux venir te voir, etc. » Et je lui dis « Ben tu sais, l'endroit que j'ai trouvé est en plein travaux, mais tu peux venir comme tu veux, parce que de toute façon, on n'y habite pas. On a pris un appartement meublé, bref, enfin, ça, j'en fais compte parce que ça n'intéresse personne. Et mon fils débarque. Et mon fils et mon mari actuel, Christian Thial, s'entendent merveilleusement bien. Et c'est une coutume. Quand mon fils vient à Naples, il reste 4-5 jours, parce qu'il travaille, parce qu'il habite Londres, enfin bref. Mais dans ces 4-5 jours, il y a toujours une journée ou une demi-journée qui passe avec son mari, avec mon mari, parce que lui, il a été élevé dans un monde de femmes, il a été élevé par moi. Il a besoin de passer une matinée, une après-midi, enfin peu importe, il choisit, enfin ça vient spontanément. Il a besoin de passer une journée de mec. Voilà. Là, je raconte des histoires de mecs. Je ne peux pas vous dire de quoi ils parlent parce que je ne pose jamais la question et eux me disent jamais de quoi ils parlent. Donc... Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir créé une génération de flics ou de néo-curés ils sont tous là à vouloir balancer des porcs, à vouloir dénoncer, à vouloir restreindre la liberté, à vouloir dire on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de rire de ça, on n'a pas le droit de faire ci. Vous trouvez pas qu'on est dans une sorte de génération de néo-puritains alors justement, pour terminer... Ah pardon, excusez-moi. Pas du tout. Mais pour terminer, parce que après je vous dirai ce que je pense, pour terminer, je sais, une des conversations qu'il a eu avec mon mari, c'était justement à ce sujet-là. On n'a plus le droit de draguer, c'est le cauchemar. Enfin bon, on n'a plus le droit de draguer parce que les filles vont tout de suite aller te dénoncer ou porter plainte. Et il dit à mon mari une chose qu'il me redit à moi quand on dîne tous les trois ensemble. Oh maman, mais qu'est-ce que c'est merveilleux d'être à Naples. C'était une des premières fois qu'il venait. D'abord, c'est d'une beauté fracassante. Enfin, il avait été faire un grand tour, etc. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Moi, je m'attendais à ce qu'il me dise le Vésuve, ou, je sais pas, la baie de Naples, enfin, ou le Palazzo Intel, enfin, une connerie. Il me dit, mais écoute, maman, c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années, les filles ici, non seulement elles te regardent et tu peux les regarder droit dans les yeux, mais en plus elles te sourient, elles te font des clins d'œil. Ah, j'ai l'impression de revivre dans un pays normal ou dans une ville normale. Parce que j'ai dit, ah bon, mais pourquoi, mon trésor? Il dit, mais maman, dans un bar à Londres, si tu regardes 2 fois de suite la même fille, ça va très mal se terminer pour toi. Alors je passe ma vie les yeux par terre ou les yeux au ciel. Regard appuyé, c'est condamné par la loi à plus de 5 secondes, alors. Voilà, donc, voilà. Pour revenir à votre question, à Naples, c'est un mouvement qui ne prend pas du tout en Italie. Parce que les Italiens, non seulement sont de nature charnelle, sont des êtres très charnels, mais je ne sais pas si vous avez jamais fait attention, mais l'Italien gesticule énormément. Ça fait partie de lui. Je vais vous dire, comme si moi vous me coupiez un bras, ben ce serait pas normal. Bon, lui, vous lui coupez la main pour qu'il puisse plus faire de gestes. Bon. Donc on passe son temps. Puisque moi j'habite Naples, je peux vous le dire, on passe son temps à se toucher, mais à se mettre la main. Un homme met sa main sur ma main.
pas du tout en train de me draguer. C'est la chose la plus normale et naturelle qui soit au monde. Où il me prend par la taille, où il m'embrasse très très fort, il me serre très très fort dans ses bras. On a Donc, un quart d'heure. vous en faites pas. Je peux. Bien sûr, bien Vous en sûr. voulez une? Ah non, mais si je donne. Alors, il y a aussi des choses très. Dites-moi si je pars dans tous les sens. Pas du tout, pas du tout, non, pas du tout. C'est plus amusant, on va pas faire un truc. Alors en 1977. Vous auriez beaucoup de mal. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé en 78, 79 alors vous croisez et vous racontez John Lennon dans une fête pareille à New York. Et vous dites c'est très étonnant parce qu'il était avec Yoko. Et le mec complètement paniqué, quoi, pas du tout heureux. Il est complètement. Alors, c'est le sentiment que j'ai eu. Ouais. C'était un dîner. Je suis devenu très très lié avec quelqu'un à New York, avec qui d'ailleurs j'ai eu une expérience de travail, qui s'appelle Holston, qui n'a pas traversé l'Atlantique, mais à New York à l'époque on le considérait comme le Saint-Laurent américain. Et les femmes étaient folles de lui, de ses vêtements, enfin folles de lui, de ses vêtements. Enfin, c'était un grand créateur. La fumée vous Ah, pas gêne, du tout. hein. Ah, non, j'aime beaucoup la fumée. Non, au contraire. Je suis pour la fumée et toutes les fumées. Bon, donc il fait un dîner chez lui. On était quand même je sais plus, une vingtaine, enfin on s'en fout combien on était. On n'était pas à 4. De toute façon, il n'y avait pas Holston, moi, Yoko Ono et John Lennon. Et c'est vrai. Alors que je suis pas du tout. J'admire énormément les artistes, mais je suis pas des artistes qui soient peintres, qui soient musiciens, qui soient écrivains, enfin les créateurs en règle générale avec un grand C. J'ai une grande admiration pour ces gens-là parce que je trouve que c'est des êtres fabuleux, qui ont un imaginaire, enfin des êtres qui me correspondent. C'est pas pour ça que je suis fabuleuse. Au contraire, mais c'est des gens qui m'apportent et qui m'apprennent énormément de choses. Et j'ai toujours rêvé, alors c'était un rêve d'enfant, j'avais toujours rêvé de rencontrer John Lennon, parce que moi, il me paraissait complètement fou furieux. Et dans mon esprit, je fantasmais. Vous savez, comme j'ai fantasmé sur Claude François quand j'avais 5 ans ou 10 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup fantasmé sur John Lennon. Holston le sait, donc bon, fait un dîner, et puis évidemment se débrouille pour inviter John Lennon et Yoko Ono qu'il connaissait. Et moi je faisais partie des invités. On dîne, enfin vous savez, c'était un genre de dîner buffet, on se balade, etc., dîner buffet et tout. Et moi j'ai toujours un œil, bon je me mets pas à loucher, mais j'ai toujours un œil qui part un peu de travers pour guetter le bon moment où je peux simplement aller dire bonjour à John Lennon. Et heureusement, parce que curieusement, je suis quelqu'un de très très timide. Et simplement lui dire que je l'admirais énormément. Et encore, ça me demandait un courage immense de surmonter cette timidité, parce que j'étais très impressionné par lui, tout en voulant le rencontrer. C'est ça qui a pris le dessus d'ailleurs. Et bon, à un moment donné, je me dis, écoute, oui, Yoko Ono se lève. Bon, j'imagine, elle est à la salle de bain. Et donc, moi, je profite du moment. Donc, je traverse la pièce. Et c'est plus beaucoup de temps pour que j'ai le temps d'échanger 2 mots avec lui. Je vais donc me présenter, lui dire à quel point je suis rempli d'admiration pour lui, que je trouve que c'est un artiste extraordinaire et qui fait un travail magnifique. Et je sens quelqu'un, l'inverse de ce que je pensais, si vous voulez. Il faut dire que j'étais bourré de coke, peut-être surexcité, j'en sais rien. Puis de toute façon, il y a Yoko Ono qui revient, et là je sens que c'est la tigresse qui n'a qu'une seule envie, c'est de m'arracher la peau. Bon, je repars très, 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 très discrètement, mais le sentiment que j'ai eu de John Lennon, c'est plutôt quelqu'un de complètement sous l'emprise. En tout cas, voilà, quelqu'un complètement sous l'emprise de Yoko Ono. Peut-être que ça lui faisait beaucoup de bien, peut-être que c'est ce dont il avait besoin. Mais en tout cas, quand je le compare, par exemple, à quelqu'un comme Mick Jagger, qui est complètement fou, qui est dans un délire total, tout en ayant les pieds
extrêmement sur terre, il sait exactement tout ce qu'il fait. Enfin, je ne dis pas que tout est calculé, mais il perd jamais le nord. Voilà. J'ai senti que chez John Lennon, quelqu'un d'éteint, complètement sous l'emprise de cette femme. J'étais très très heureuse de l'avoir rencontré. Mais disons que j'ai laissé le fantasme que j'avais de lui vivre en moi, parce que par rapport à ce que j'avais rencontré, par rapport à ce que j'avais imaginé, je préférais mon imaginaire. Oui, mais d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas ne pas rencontrer ces plus grands fantasmes, car ils sont forcément déceptifs. Souvent, les gens dont on n'attend rien, alors ça, c'est merveilleux, mais les gens ont aussi imaginé tout, on les voit, et en fait, on les voit dans leur médiocrité, leur petit truc, et c'est forcément décevant, quoi. Alors, je vais vous dire, en ce qui concerne les gens, je ne me suis jamais posé la question. Je me suis beaucoup la question en ce qui concerne les lieux. Ah oui. Et il y a définitivement des lieux où je ne retourne plus jamais parce que je les garde tels que je les ai quittés dans mon esprit. Voilà. Et je ne veux surtout, parce que dans ces lieux, j'ai forcément vécu quelque chose qui, en tout cas pour moi, a été un moment exceptionnel, de grand bonheur, de grand malheur, peu importe, on s'en fout, mais un moment exceptionnel qui ne se répétera pas. Et donc, en ce qui concerne les lieux, oui, il y a énormément de lieux que je préserve dans ma mémoire. Alors, est-ce que ma mémoire me joue des tours? Mais je préfère les tours qu'elle me joue plutôt que d'être brutalement réveillée. Oui, tout à fait. Alors, après Tanger, et alors là, c'est extraordinaire, votre mariage musulman, vous vous convertissez à l'islam, vous dites c'est très rapide, ça prend 5 minutes. 5-10 minutes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du moment que vous n'oubliez pas l'enveloppe. Ah voilà. Ah oui, en fait c'est l'enveloppe qui est le plus important. Et alors pour que vous dites j'ai toujours voulu aller au bout des choses, est-ce que vous aviez une attraction pour l'islam ou c'était un acte un peu punk, un peu... Non, pas du tout. Non, attendez, avant de me convertir à l'islam, si eux ils prennent 5 minutes, si le cadi prend 5 minutes pour vous convertir, ça c'est son problème et c'est son affaire. Moi j'ai étudié le Coran, j'ai complètement lu le Coran, j'ai appris l'arabe, j'ai fait de la calligraphie arabe. Non, c'était aussi étrange que cela puisse paraître. De temps en temps, j'ai une logique qui va également jusqu'au bout des choses. Donc, je tombe raide dingue amoureux d'un musulman, d'un arabe musulman, donc une tout à fait autre civilisation que la mienne. Donc, dès le moment où je vois que ce n'est pas un coup de tête, ni de sa part, ni de la mienne, et qu'en plus de ça, je tombe enceinte, donc ça devient de moins en moins un coup de tête, et de moins en moins... voilà. Et puis, il me demande en mariage. Mais avant ça, dès le moment où je me rends compte que je suis réellement raide dingue amoureuse, que c'est pas un coup de folie supplémentaire, très vite, je me dis, si tu veux pleinement vivre cet amour, il faut aussi que tu connaisses la civilisation. Il faut aussi que tu connaisses son monde. Curiosité que lui n'a pas eu vis-à-vis de mon monde et de ma civilisation. C'est là où je pense qu'à un moment donné, il y a un immense écart qui s'est creusé. Donc, première chose que je fais, je lis le Coran. Deuxième chose que je fais, c'est que grâce à un ami à lui, pas grâce à lui, mais grâce à un ami à lui, je trouve un professeur d'arabe qui était un ancien professeur d'université à la retraite et qui a été ravi, enchanté de m'apprendre l'arabe, de m'expliquer aussi la civilisation musulmane, et ça arrondir un tout petit peu les fins de mois. Et puis, il se faisait une jeune amie, et moi, je me faisais un vieil ami. Et tout ça dans un seul but. Mais c'est ce que je fais partout où je vais m'installer, quand c'est en dehors de la France. Je veux apprendre la langue, je veux connaître des gens sur place. Je ne veux surtout pas faire partie, je veux pas être expat.
Vous voulez pas faire du tourisme? C'est ce Non, qu'a je fait veux le pas être toit. expat, Des parce que voyages. L'expat existe réellement. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai rencontré mon mari, il n'était pas encore mon mari. 6 mois plus tard, il devait aller travailler à l'ambassade de France avec Jean-David Lévite à Washington. Et il me propose de le suivre. Il me demande si je veux le suivre. Bon, malheureux, je pense qu'il s'attendait à un non. Et moi, je lui explique que j'avais déjà les valises sous le lit. Donc voilà, nous voilà partis, sans réellement se connaître d'ailleurs. Et c'était passionnant. Tout ça pour vous dire que le mot expat existe réellement. Je débarque à Washington avec mon mari. Moi, je n'ai qu'une obsession. Je ne connaissais pas Washington. C'était the right place at the right moment. Je n'avais plus 20 ans, je n'avais plus rien à foutre à New York. Washington, c'était génial, il y avait plein de conservateurs. Moi, j'adore l'art. Donc, plein de gens passionnants à rencontrer. Mais il était hors de question que je fasse comme tous les Français font quand ils sont envoyés, quand ils sont diplomates. Je mets à part l'ambassadeur et éventuellement le conseiller culturel, mais autrement, 99% des employés d'une ambassade en France, où qu'ils aillent, que ce soit à Washington ou à Tombouctou, ils restent en communauté française, ils vont à l'école française, au lycée, enfin les enfants à leurs enfants, au lycée français, à l'école française, et ils habitent dans le quartier des Français. Et ça s'appelle les expats. Des expatriés. D'ailleurs, il y a des expats à Naples que je ne connais absolument pas, parce que moi, je ne connais que les Napolitains. Voilà. Donc, c'est la même chose. Il y a des expats à Paris qu'on ne connaît pas non plus. Voilà, exactement. Donc, pour retourner à Tanger, moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître les Tangérois, les Arabes, la religion musulmane. Parce que j'ai la foi, mais j'ai une multi-foi. Je ne dirais pas que j'ai une foi catholique, je ne dirais pas que j'ai une foi musulmane, je ne dirais pas que j'ai une foi protestante, ni juive, ni de toutes les religions. Enfin, j'ai la foi, grâce à mon père, je pense, mais qui est ouverte à un Dieu dont j'ignore totalement les origines. Voilà. Dont j'ignore totalement l'origine, et je ne veux pas en définir l'origine. Donc, ça m'a énormément rapproché de mon mari, de comprendre d'où il venait, de comprendre son mode de pensée, son mode de voir les choses, et puis voilà. Mais, ah oui, et alors, après, on va pas trop parler de ça, mais ça se passe pas très bien, votre mari vous empêche un peu de sortir, de voir des gens, bref, tout, vous quittez... C'est-à-dire que, si vous voulez, j'en parle sans aucune gêne, parce que c'est certainement l'homme qui m'a donné le plus beau cadeau du monde, c'est d'avoir un enfant. Autrement, je ne suis pas convaincu que j'aurai des enfants. Je ne suis pas, à la base, j'ai une passion pour mon fils. Je n'ai jamais voulu d'avoir d'autres enfants, parce que je ne pourrais pas aimer autant un autre enfant que celui que j'ai. Donc, je trouve que c'est une injustice vis-à-vis de l'autre. Et puis, je ne suis pas très, très maternel. Oui, d'ailleurs, vous expliquez ça, vous a ennuyé de l'allaiter. J'ai détesté. J'entends une vache à lait. Non, j'ai détesté, j'ai vite arrêté. C'est-à-dire, d'après lui, je suis une très bonne mère, parce que je l'aime profondément. Vous savez, c'est tout ce qu'un enfant recherche de ses parents. C'est toujours mieux que, même si vous n'êtes pas très maternel, de dire que l'enfant est une très bonne mère, a une très bonne mère, parce que souvent tous les bébés avec la mère très maternelle disent toujours ma mère a été atroce. Donc... Voilà. Bon, moi j'ai été une très mauvaise mère au niveau de l'allaitement. Je ne voyais aucun intérêt dans les bébés. Sauf que ça sent assez bon. Ça sent bon. Mais autrement, écoutez, c'est des tubes digestifs. Voilà. Donc, c'est à partir du moment où il commence à courir un peu partout et à poser des questions que ça m'intéresse. Donc, j'étais une bonne mère, disons, à partir de... quand je l'ai récupéré quand il a eu l'âge de 5 ans. Et c'est surtout lui qui a été le premier à me dire, mais maman, tu as été une mère fantastique, je ne pourrais pas rêver mieux. Alors que je suis quand même une mère très très excentrique. Alors on va parler. Alors là, vous revenez à Paris, du temps passe, et là, carrément, vous repartez dans Cocaïne Vin Blanc, vous hébergez votre dealer de cocaïne.
qui vous vaut des descentes de police, alors vous cachez la coke dans les plaintes du parquet, enfin, c'est Ah complètement... non, moi je ne savais pas où il avait Ah, caché. oui, c'est l'inverse, pardon. Ah oui, pardon. Oui, parce que je vais vous dire, je replonge dans le vin blanc et la cocaïne, et puis à un moment donné, par paresse et par sens du pratique, que j'ai assez développé, enfin, en tout cas pour certaines choses, parce que je peux être totalement impratique. Je me dis, plutôt que de courir après mon dealer, pourquoi est-ce que je ne l'installe pas chez moi? En plus, il avait des... Bon, il avait des problèmes de couple, il était plus tellement content avec la petite copine parce qu'il me faisait des confidences. Il aimait bien ma compagnie, en tout bien, tout honneur. Et à un moment donné, bon, il lâche comme ça. Elle commence à me faire chier, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et puis moi, je ne relève pas du tout. Et puis 15 jours plus tard, j'en ai marre de l'appeler en lui disant, écoute, est-ce que tu peux passer me voir? Ah oui, mais tu sais, je risque d'avoir une demi-heure de retard. Je risque d'avoir une demi-heure, chez eux, ça veut dire 2 heures. Je lui fais la proposition qui me paraissait être un grand avantage pour lui et un gigantesque avantage pour moi. Ben écoute, la scène, si tu as des problèmes avec ta copine, moi j'ai une chambre qui est inoccupée, viens t'installer chez moi. Comme ça, moi je l'avais sous la main, et moi j'étais un peu sa confidente, et donc nous faisions très très bon ménage. Chacun menait sa vie, sans poser des questions à l'autre. Le seul truc, c'est qu'évidemment, j'avais dit, écoute, sois sympa, moi je suis ravi que tu viennes sur la maison, mais je veux pas devenir ta planque. Donc je voulais pas me retrouver avec une certaine quantité de cocaïne. Bon, c'est rentré par une oreille et c'est sorti par l'autre de son côté. Je ne lui en veux pas, parce que comme on demandait à un dealer dont c'est le métier, c'est comme demander à, je sais pas, à un secrétaire, bon ben, venez taper à la machine tout ce que j'ai besoin que vous faites taper pour moi, mais venez sans machine à écrire parce que j'aime pas le bruit. Donc c'est à peu près aussi con comme réflexion. Et puis, sans que je m'en rende compte, parce qu'on avait vraiment chacun notre vie, sans que je m'en rende compte, eh bien, apparemment, j'étais devenu aussi un peu sa planque. Voilà. Mais comme j'ai toujours une bonne étoile au-dessus de ma tête, un très bon ami à moi m'appelle une nuit, il devait être 2h ou 3h du matin, en disant, écoute, Diane, il y a un problème. Tu vas avoir une descente de flics. Tu n'as pas été très discret sur le fait que tu hébergeais ton dealer. On arrive à rien te reprocher, mais étant donné que quand tu vas dans n'importe quelle boîte de nuit, tout le monde se jette sur toi parce qu'on sait que la table se transforme immédiatement en rail, parce que tu en offres à tout le monde. Voilà. Alors que il y a un côté que je ne supporte pas chez les cocaïnomanes ou chez les héroïnomanes. J'ai jamais été attiré par les héros, tout simplement parce que je trouve ça très très laid. D'abord, on a une très très sale gueule. Premièrement, on a une très très sale gueule. Et deuxièmement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dégueule. Donc, moi, j'aime les belles choses. C'est une belle chose de dire le problème de l'héros, c'est pas du tout que ce soit dangereux. Non, c'est juste qu'on a une sale gueule, quoi. Sinon. On a une sale gueule, et puis on dégueule, et je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, non, je trouve que chacun, je déteste les gens qui portent des jugements et qui ont des idées tranchées. Bon, moi, j'aime pas les héros, c'est mon problème. Et est-ce que vous êtes pour tout dépénaliser ou au contraire, vous pensez que c'est quand même mieux que ça soit pénalisé, comme ça, il y a des gens qui bravent l'interdit? Moi, je trouve que si vous voulez trop d'interdits, tue l'interdit, pas assez d'interdits, tue l'excitation. Voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais maintenant, je vais vous dire, il y a tellement d'interdits que... Bon, j'ai déjà dit, mais je ne sais pas si c'était enregistré. Si c'est enregistré pour l'amour de ciel, que j'ai pas l'air d'une vieille dame qui radote. Grâce au ciel, j'ai 67 ans. Parce que pour moi, ce serait un cauchemar d'avoir 20 ans. Il y a trop de... Et trop de mouvements que je trouve d'une violence extrême. Je veux dire, là, je pense à toute cette malheureuse génération de jeunes femmes entre 18 et 25 ans, mais qui vont jamais se faire draguer de leur vie, qui vont toutes devenir lesbiennes. Bon, ben, tant mieux, j'espère qu'elles aimeront ça, c'est tout. Voilà, parce que si j'étais un mec, je ne mettrais pas le petit doigt. Parce que, bon... Non, mais surtout, on est en train de faire une génération qui déteste le sexe, qui déteste la séduction,
qui déteste tout ce qui est interdit, une sorte de petit martien climatisé, comme Oui, dans Le Meilleur oui, des mais mondes je suis entièrement 1984. d'accord. Des petits hommes sous formica, Oui. là, Et tout ça, qui n'ont pas très de sexe, rien. agressif et Oui, très violent. voilà, c'est ça en plus. Euh, Et revanchard, haineux. Donc, oui, mais qu'est-ce que vous voulez Bon, on me le reproche suffisamment pour que je continue à le faire. Je n'ai pas la langue dans la bouche. Quand on se fait pas draguer, quand on se fait pas baiser, parce que bon, voilà, quelque part, on est atrocement frustré. On fait la gueule, on passe son temps à faire la gueule parce qu'on est en manque de quelque chose. On est en manque de sentiments, on est en manque d'affection, on est en manque d'amour. Et c'est une génération donc d'insatisfaits qu'ils sont en train de se créer. Je ne dirais pas que c'est nous qui sommes en train de les créer. C'est eux-mêmes qui font, qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils entreprennent. Moi aussi, j'ai entrepris des choses qui m'ont amené à des vastes conneries, sauf que je ne regrette rien. Je recommencerai tout s'il le fallait. Oui, et même, c'est une sorte de génération de jalousie, parce que par exemple, on déteste le secret. Il faut que tout le monde soit transparent, qu'on montre toutes nos vies, qu'on dise toutes nos failles, qu'on dise tout ce qu'on est. Il n'y a plus aucun secret, il n'y a plus aucun non-dit. Et du coup, tout le monde est envieux, jaloux de l'autre. Alors, les mecs sont jaloux des nanas, les riches des pauvres, etc. Les religions. Alors ça, je vais vous dire, en ce qui concerne la jalousie, je pense que c'est une maladie française qui a toujours existé. Oui, sans doute. On a toujours haï les riches, on a toujours plaint les pauvres en remerciant le bon Dieu de ne l'être pas soi-même. Donc on est d'une hypocrisie intense sur ce sujet-là. Cela dit, je ne pense pas que la façon dont ces nouvelles générations sont en train de se former comme des petits martiens vont résoudre le moindre problème, parce que tout se passe à travers violence, agressivité et frustration. Il n'y a rien de pire que la frustration. Je veux dire, il faut... Je sais pas, on obtient tout avec le sourire, en sachant dire merci. Et alors, on va continuer un peu sur la vie. Jean-Paul, alors c'est un fils d'un gangster. Ah non, c'est le fils de Manouche. Qui n'était pas gangster. Ah, ben Manouche a été la femme d'un des plus grands gangsters. Ah voilà, oui. Voilà, un des plus grands gangsters de tous les temps, tant qu'il s'est pris d'affection pour moi. Elle, à l'époque, mais là, bon, je parle d'il y a au moins 35 ans de ça, il y avait un endroit qui existe toujours, qui était absolument divin, qui s'appelait Lippe. Ah, c'est Et bon, quand on allait chez Lippe, on allait chez le père Caz, qui était le patron de Lippe. Et moi, j'étais très copine avec le père Caz, et puis il y avait cette femme que je voyais. Chaque fois que j'y allais déjeuner, moi j'y allais pas déjeuner tous les jours, chaque fois que j'y allais déjeuner, je la voyais, une énorme madone, qui était étrangement, dans son énormité, dans sa énormité, sa vulgarité, dégageait une beauté absolument extraordinaire. Et j'ai appris plus tard que c'était une très belle jeune femme qui avait épousé un gangster français-corse, mais dont elle était veuve. Je crois que lui a très mal terminé. Dont elle était veuve, et ils avaient un fils ensemble qui s'appelle Jean-Paul. Elle se colle bien en tête. C'était une époque où apparemment je n'avais personne dans ma vie, ou alors en tout cas, de toute façon, elle s'en fichait. Elle se colle dans la tête de me présenter son fils. Et son fils, c'est exactement tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste, c'est l'hétéro vulgaire, mal élevé, qui, à mes yeux, il y a une image, j'ai toujours cette image de l'hétéro qui me fait dresser les cheveux sur la tête, c'est la canette de bière, les pieds sur la table basse, en train de regarder les matchs de foot. Déjà, si on regarde les matchs de rugby, c'est un bon point pour moi. Ça m'amuse. Et donc, Jean-Paul, bon, je déjeune avec Jean-Paul, j'écourte le déjeuner parce que vraiment, je le trouve lourdingue, enfin, vraiment, l'hétéro-dragueur complètement à côté de la plaque. J'écourte le déjeuner et malheureusement, je ne l'avais pas dit, il faut dire à Manouche, il dit surtout de ne pas le téléphone de ne donne pas mon téléphone à ton fils. Et de toute façon, je pense que si je l'avais dit, elle l'aurait ignoré, parce qu'elle avait une idée en tête dont elle ne m'avait pas fait part. Bref, toujours est-il que Jean-Paul me téléphone, demande à me revoir, je lui dis que j'ai pas le temps, enfin bon, on fait la danse de Sagui. Il dit c'est pas grave, je reviens dans 15 jours, commence à m'envoyer énormément de fleurs.
me dit, est-ce qu'ils vont passer à travers la porte d'entrée? Parce que même ça, c'était vulgaire, il y en avait trop. Des roses rouges. Reviens à Paris. Bêtement, je cède à le revoir un jour à déjeuner. Je décide que... Bon, je réalise que j'ai vraiment fait une connerie de le revoir. Et en même temps, c'était vraiment un univers dont j'ignorais tout. Et malheureusement pour moi, je suis curieuse de tout. Donc, je sais pas, au bout de la deuxième ou troisième fois que je le vois, il m'invite à aller passer 5 jours à New York. Je me dis, tiens, ça fait un moment que je ne suis pas allé à New York, why not? Et j'accepte l'invitation. L'invitation tourne au vinaigre et en fait, il me kidnappe. Voilà. Et il vous enferme à l'intérieur, enfin c'est vraiment, il vous bâillonne, non, carrément? Ah, il me bâillonne, il me saucissonne, enfin, tout ce qui est agréable, me confisque mon passeport, et là-dessus, mon passeport devait être renouvelé. Et finalement, il parle avec mon père, et mon père veut une preuve, le truc classique, une preuve que je suis en vie. Bref, arrive à le convaincre qu'il faut que je passe par que oui, il payera la rançon à une seule condition, c'est que moi je puisse rentrer en France. Et donc il fallait que j'aille à l'ambassade, au consulat de France, à New York. Et c'est ce qui s'est passé, à la fin c'est ce qui s'est passé. Je vais au consulat de France à New York, accompagné par sa secrétaire, que j'avais réussi quand même, qui à mon avis n'aimait pas ces façons de voyou. Donc qui avait peut-être de la peine pour moi, ou qui se disait, mais qu'est-ce qui lui tombe dessus à cette malheureuse? Et à l'ambassade, tout ça organisé par mon père. Au consulat de France, je suis évidemment accompagné par comment dirais-je, le colosse, le molosse, enfin bref, qui travaillait pour Jean-Paul, et par la secrétaire. Et quand nous arrivons devant la porte du consulat, on me demande mon nom, je donne mon nom, on regarde les deux autres individus, et on dit, écoutez, Madame de Beauvau rentrez, et on dit aux deux autres, vous attendrez cette personne dehors. Et bon, ils ne pouvaient pas réagir. Et là, ils m'ont fait partir par notre porte. Il y a une porte arrière au consulat de France. Et ils m'ont fait partir pour l'aéroport de Kennedy, ou un avion où j'étais accompagné par la sécurité française jusque dans l'avion. Ils m'ont même accompagné jusqu'à Paris. Ah ouais. Et alors, on a encore un peu de temps, mais il faut parler de celui qui était le plus beau, une sorte de feu follet dans la nuit, qui était Jacques de Bachère, avec qui vous êtes fiancé à Rome. Oui. Et vous racontiez, pour le moment des fiançailles, on n'avait plus assez de salive pour avaler l'hostie. Oui. C'est très drôle. La coke et le vin blanc, mais surtout la coke, vous assèche complètement la bouche. Donc vous avez beaucoup de mal à déglutir, puisque vous n'avez plus de salive. Et évidemment, la veille de nos fiançailles, que nous prenions quand même très très au sérieux, que Karl prenait très au sérieux également, la veille de nos fiançailles, on fait exactement l'opposé de ce que Karl nous dit de faire, parce que Karl était plutôt couche-tôt, où il travaillait énormément. Et donc à un moment donné, vers 10h du soir, 10h30 du soir, 11h, il allait se mettre dans sa chambre, et nous, on avait nos chambres à nous. Et à ce moment-là, Karl nous dit, bon, les enfants, soyez sages, demain matin, je vous signale qu'à vos fiançailles, c'était à l'église portugaise, Via Condotti, à Rome, ne sortez pas tard. Parce que je crois que nous dire de ne pas sortir était totalement illusoire à ses yeux. Donc, ne rentrez pas trop tard. Je sais pas, on est rentré genre à 4h ou 5h du matin. Enfin, on n'avait pas les yeux en face des trous. On a dû dormir 2 heures. Et on a été, bon, au moment où on était dans l'église et au moment où on nous donne, parce qu'on a quand même été tout ça, les fiançailles étaient, c'était dans une église, il y avait une messe qui était célébrée par un cardinal. Donc, c'était pas fait n'importe comment.
C'est-à-dire que j'ai une somptueuse bague de fiançailles. J'ai eu une somptueuse bague de fiançailles que j'ai rendue, à moindre des choses, quand on n'aime plus qu'à... Enfin, quand les sentiments changent, ben, tout change. Et on rend les choses qui n'ont plus de raison d'être, en tout cas. Et donc, le malheureux cardinal, donc il y avait Jacques et moi qui étions à genoux sur ce petit machin devant l'hôtel. À l'époque, il y avait encore, grâce au ciel, des hôtels qui étaient tournés dans le bon sens, donc dos à nous. Enfin, je veux dire, le cardinal, en l'occurrence, était dos à nous. Il se retourne pour nous donner les hosties, puis ensuite il donnait aux invités qui étaient là pour l'occasion. Et alors, Jacques et moi, on était là. On avait beaucoup de mal, à un tel point qu'en sortant de là, et tout ça c'est dû à la coke de la veille, où on avait, et on manquait de sommeil, on était complètement à côté de nos pompes, et à un tel point que tout d'un coup, Carl nous voit sortir à la fin de la messe, quand même en entendant la fin, avec beaucoup de mal, parce que les hosties, comme déjà on n'a pas de salive, ben, ça colle encore plus. Hein. Donc c'est comme si on avait de la colle dans la bouche. Et on traverse la Via Condotti, on se jette dans le premier café, et on boit... un énorme verre d'eau, chose qui nous arrivait très rarement à Jacques et à moi. Voilà. Et alors, après, vous allez vivre un peu avec Gilles Bachar, mais vous racontez, quand vous ameniez des amants, il était jaloux. Oui. C'est très bien, ça. Ben écoutez, j'ai eu ça avec tous les homosexuels Oui, qui m'ont aimé. Alors que moi, je n'ai pas de sentiment de jalousie. J'ai eu un sentiment de jalousie avec le père de mon fils, et j'ai trouvé que c'était un sentiment tellement laid que je me suis interdite. Je crois que je l'ai trouvé tellement laid. J'ai même pas eu besoin de m'interdire. Je n'ai plus jamais été jalouse de ma vie. Donc, moi, je trouvais ça tout... Attendez, je veux dire, si vous tombez amoureux d'un homosexuel, vous allez quand même vous tomber amoureux de ce qu'il est. Donc, vous avez... En tout cas, c'est le défaut de beaucoup de femmes. Elles tombent amoureuses de quelqu'un, qui soit hétéro ou homo, de toute façon, elles veulent le changer pour le faire à la figure. Voilà. Dès qu'elles s'en font, elles. Enfin, pas que j'ai une vision négative des femmes, c'est que simplement, je suis réaliste par rapport aux copines que j'ai autour de moi qui ont fait des conneries de cet ordre-là. Bon, moi j'aime les PD. Donc j'ai aucune envie de les changer, pourvu qu'ils le restent, mon Dieu. C'est vraiment... Et on va parler d'un autre, alors il arrive, avec qui vous avez vécu. Alors lui, qui vous fait prendre, je crois, le premier de l'ecstasy, avec qui un jour vous êtes arrivé jusqu'à 20 buvards de LSD ou d'ecstasy en un soir, qui habitait dans une petite garçonnière rue des Canettes dont il sortait jamais pendant des jours et jours. C'était Richard Descoings qui était... Non, il n'en sortait pas la nuit. Ah ouais, là. Je vais vous dire, il était quand même... à l'époque, il travaillait au ministère du Travail... à l'époque où c'était Jacques Lang, qui était ministère de l'Éducation nationale. Je dis n'importe quoi quand je dis travail. Excusez-moi. Ministre de l'Éducation nationale. Et Richard n'était pas chef de cabinet, mais juste en dessous. Alors, le titre que ça porte, je n'en sais rien. Mais en fait, tous les matins, je ne sais pas comment il faisait, tous les matins, il allait travailler. Oui, ça c'est... Il allait travailler et en même temps, il était... non, plus tard, mais j'étais encore avec lui, il était un député à l'Assemblée nationale et j'allais l'écouter pour ses séances de nuit. Complètement. Alors, bon, c'était totalement hallucinant. Un être exceptionnel. Mais comment, là, ça c'est très bizarre, vous dites une sorte de force de la nature ou un mystère, un type aussi drogué qui en même temps était un bourreau de travail absolu, très sérieux, il était patron de Sciences Po et tout, mais comment... enfin, c'est insensé, quoi. Parce qu'il y a des descentes dans la drogue, il y a des moments où il a... Donc, comment il est arrivé à concilier tout ça, quoi? Il en est mort. Écoutez, oui, alors je ne suis pas convaincu qu'il est mort de ne pas avoir concilié tout ça, il est mort, point. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait c'est des choses que moi j'ai jamais réussi à faire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que comme nous avons passé un certain temps ensemble, quand on sortait le soir et qu'on se défonçait, on y allait à fond la caisse. Quand c'était l'heure d'aller travailler, il y allait à fond la caisse, comme s'il y avait un dédoublement absolu. Cela dit, il récupérait beaucoup les week-ends.
Mais bon, je vais vous dire, il y a des gens qui sont des forces de la nature. C'était un être brillantissime, que j'ai adoré jusqu'au bout des ongles, et que j'aime encore et avec qui je continue à parler. Oui, quand vous parlez avec les morts, vous dites. Oui, 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 heureusement. Heureusement, parce que je ne sais pas à qui je parle. Et alors, on va finir, on a 2-3 minutes, sur la fin de notre livre. Le 7 novembre 2001, à l'époque, vous carburez à whisky au petit déjeuner, beaucoup de coke. Enfin, vous arrivez plus à décrocher de la coke, mais l'alcool, c'est quand même plus dur. Et à un moment, on vous retrouve inerte, pompier, pimpon, cochin, et là, coma artificiel. Coma artificiel. Ouais. Vous savez, je pesais 32 ou 33 kilos. Je ne suis pas grande, je vous l'accorde. Mais je ne suis pas grande et pas grosse. Mais je réussis quand même à peser 45 kilos aujourd'hui. Là, j'en pesais 32, j'avais même plus la peau sur les os. Et surtout, bon ben voilà. Mais heureusement, parce que vous savez, j'ai fait les choses en pleine conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis désintoxiqué de la cocaïne toute seule. J'ai fait une cure, j'avais fait 36 000 cures qui n'avaient pas marché. La seule qui a marché, j'ai été la faire à Arouet, toute seule, au mois de février, dans un froid de gueux, avec le régisseur de mon père, enfin bon, et sa femme, qui ont été absolument admirables, parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce qui m'arrivait. Bon, même avec la cocaïne, il y a des moments de manque. Et les moments de manque ne sont pas des moments très amusants. Mais peu importe, on ne va pas parler des moments pas amusants. L'alcool, j'y suis absolument pas arrivé toute seule. Et quand je me suis rendu compte que j'étais totalement esclave, que l'alcool ne m'appartenait pas, j'appartenais totalement à l'alcool, en 24 heures, j'ai pris ma décision. Même pas en une nuit, j'ai pris ma décision, si je puis dire. Je fais le grand plongeon. Ça passe ou ça casse. Dans mon esprit, le grand plongeon était une image. C'était simple. J'allais me jeter au fond de la piscine. Alors, est-ce que si la piscine était vide, je me fracassais le crâne et je mourrais. Si la piscine était pleine, mes jambes, je toucherais le fond et je donnerais un coup de pied dans le fond et je ressortirais. Mais j'avais décidé que j'allais jusqu'au bout, car ce n'était plus une vie. J'étais une loque humaine. Je ne mangeais plus. Pour arrêter mes tremblements, je prenais du whisky le matin au réveil. Après, je me rendormais, mais j'en reprenais au deuxième réveil. Je me traînais lamentablement. Heureusement, j'avais un kiné qui était admirable, parce que je commençais à perdre mes muscles. Enfin, j'étais devenu un lambeau. Et je ne retenais plus rien en moi. C'est-à-dire que même l'alcool, je vais vous dire, l'alcool, je saignais. Enfin, c'était devenu un spectacle d'horreur, voilà. Et puis, je vais vous dire, j'ai toujours eu une hantise. Alors, est-ce que ça remonte à une autre vie? Est-ce que ça remonte à mon enfance? Je n'en sais strictement rien. Mais tout ce que je sais, c'est que la seconde où je me sens prisonnière de quoi que ce soit, ou malheureusement peut-être de qui que ce soit, je fous le camp. Alors c'est quand même pas une bouteille qui allait avoir ma peau. Il n'en était pas question. Et j'étais devenue prisonnière. Donc il n'y avait plus de plaisir. L'alcool, en espérant que ça aide certaines personnes qui auront le bon goût d'écouter votre émission, parce que vous m'avez donné je ne vais pas faire de la pub, mais j'en fais quand même. Je fais tout ce qui est interdit, de toute façon. Vous m'avez envoyé des podcasts de vos émissions que je trouve formidables et très intéressantes. Donc j'espère que quelqu'un aura le bon goût de l'écouter et de vous donner de l'espoir. L'alcool est une vraie maladie extrêmement laide qui vous rend, peu importe, qui vous rend très laid. Ça, c'est vraiment le plus petit, mais qui vont rendre l'être le plus malheureux sur Terre. Et on peut s'en sortir, même quand on vous donne comme mort. Je pense être un bon exemple.
Voilà. Mais écoutez, Diane de Vaucran, merci beaucoup. Et il faut aimer la vie. Voilà. Il faut aimer la vie plus que Comme tout, dirait la chérie. Paul Valéry, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Oui, Voilà. oui, absolument, c'est Écoutez, indispensable. merci beaucoup, Toumi, merci d'être venu. Diane de Vaucran, à très bientôt, salut et fraternité.